Cette première conférence est sur le carbone. Le titre qui a été choisi, c'est les élevages caprins acteurs de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc le carbone, on en parle très souvent. Donc on va commencer avec vous, Marie-Thérèse Bonneau. Vous êtes agricultrice et présidente de France Carbone Agri Association. Et alors c'est quoi cette filière carbone? Alors la filière carbone, c'est en fait tout sauf une filière. C'est le fait d'avoir un regard global sur l'ensemble de ce qui se passe sur la ferme et de faire la lecture du poids carbone du global de ce qui se passe sur la ferme. Et l'objectif, c'est de pouvoir mesurer, quantifier et qualifier ce qui est présent dans les fermes, ce qui est le poids carbone de ce qui est produit, mais aussi ce qui est permis par le stockage du carbone. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un programme qui permet d'évaluer et de quantifier. Et une fois qu'on a fait ce programme, on met en place ce qu'on appelle un plan carbone, donc de réduction des émissions et d'augmentation du stockage du carbone. Et une fois qu'on a mis en place ça, on mesure en année 5 l'écart entre le premier diagnostic, le scénario de référence et ce qui a été mis en place, et on valorise ça auprès du marché du carbone. Et donc j'ai dit que vous étiez la présidente de France Carbone Agri Association. C'est quoi cette association? Quand est-ce qu'elle a été créée? Oui, alors c'est quoi cette association? En fait, cette association, elle a été créée à l'initiative des associations spécialisées des ruminants pour justement organiser une interface entre les éleveurs et les acheteurs potentiels de carbone. Parce que nous avons, dès le début, mis en place un schéma qui soit labellisé. C'est-à-dire qu'on voulait objectiver le travail qui a été fait et le faire reconnaître, y compris dans le cadre des pouvoirs publics, de manière à ce que ça puisse être commercialisable sur le marché du carbone. Et donc l'association, son objectif, c'est vraiment de rendre service à l'ensemble des éleveurs pour être la plateforme qui va recueillir le carbone qu'ils souhaitent mettre sur le marché et de l'autre côté, aller faire la démarche auprès de l'acheteur pour pouvoir lui proposer des éléments de compensation carbone. Et alors, vous avez dit que ça a été à l'initiative de la filière ruminant, et ça s'est élargi à toutes les filières, ou alors, enfin, et pourquoi il n'y aurait pas eu plutôt des associations par filière? Alors, il y a deux questions dans ce que vous me posez. Pourquoi ça a été organisé par les filières ruminants? Eh ben, je pense qu'il faut parfois être modeste, mais pas toujours. C'est nous, c'est les ruminants qui ont mis en place cette idée et cette organisation de mesures. Aussi parce qu'on a été, je dirais, challengé dans le monde de l'élevage. Ça remonte déjà assez loin, mais de vous dire que quand la FAO a produit son rapport sur l'ombre de l'élevage, on s'est senti mis en cause sur nos pratiques et en même temps on s'est dit c'est le moment d'expliquer vraiment ce que l'on fait et qu'on a un vrai poids, nous, sur l'organisation des paysages, mais le stockage du carbone. Et là, la première étape, ça a été le fait de faire valoriser et reconnaître le stockage du carbone des prairies. Alors aujourd'hui, tout le monde trouve ça tout à fait normal et évident. Et je peux vous dire qu'il y a 15 ans, c'était pas du tout évident. Et pour vous donner un élément de déclic, moi j'ai eu un déclic un jour quand j'ai compris que dans la comptabilité carbone telle qu'elle était faite au niveau international, alors c'est pas pour stigmatiser, mais le lait produit au Danemark ou dans une ferme de Californie avait une meilleure note que le lait qui était produit en Auvergne. Et là je me suis dit on a un problème. On a un vrai problème, nous, de valorisation. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons, je dis juste que nous, on a un problème de valorisation de notre schéma. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Et pour répondre à votre deuxième question, se dire pourquoi aujourd'hui on n'a pas organisé ça en filière, parce que pour nous, la valeur du stockage et la valeur de la façon dont on fait une économie sobre en carbone, ça appartient au territoire, ça appartient pas à un produit. Et ça, c'était fondamental et c'est ce qui a fait la création de l'association. C'est le fait de... Parce que pourquoi créer quelque chose? C'était vraiment ça. C'était le fait que ça soit attaché à des éléments territoriaux. Mélène, je crois que vous vouliez réagir. Oui, et par rapport à ça, il faut aussi souligner qu'en fait, en agriculture, la première méthode labellisée label bas carbone par le ministère de l'écologie, ça a été la méthode bovin lait et bovin viande.
Donc depuis, on a eu des méthodes sur les haies, sur les grandes cultures, sur le porc qui est en train d'être déposé au ministère. Il y a la filière volaille aussi qui est en train de déposer une méthode. Et donc nous, on est en train de travailler sur l'intégration des ovins et des caprins dans la méthode Carbone Agri. Donc c'est aussi pour ça que ça a commencé par les ruminants, parce que tout simplement, ça a été les premiers acteurs à se saisir de la question. Mais dans toutes les méthodes agricoles aujourd'hui, on est bien sur cette réflexion au niveau de la ferme, ancrée dans son territoire, comme le disait Marie-Thérèse. Alors, puisqu'aujourd'hui on parle surtout de caprins, Franck Moreau, vous êtes éleveur dans le Cher et aussi secrétaire général et référent carbone à la FNEC. Et vous siégez aussi à France Carbone Agri Association. Ça fait combien de temps que la filière caprine se penche sur le dossier carbone et comment on fait pour se pencher dessus? Donc pour la filière caprine, on a rejoint la dynamique qui a été initiée donc, par les filières bovin-lait et bovin-viande. Donc ça fait pratiquement 5 ans où on s'y intéresse. Et la question du carbone, pour moi, elle est centrale dans l'agriculture, y compris dans nos élevages, mais sur l'ensemble de l'agriculture. C'est qu'on a quand même une position très particulière. Bien sûr, on émet des gaz à effet de serre, on ne peut pas le nier. Par contre, on a capacité à améliorer justement et à faire baisser ces gaz à effet de serre. Mais en plus, on peut stocker du carbone. C'est-à-dire qu'on apporte une solution que peu de filières peuvent apporter dans la société aujourd'hui autour de nous. Donc ça, c'est vraiment une opportunité forte de l'agriculture de pouvoir amener cette possibilité. Et je pense qu'on parle beaucoup de ces enjeux sociétaux sur la biodiversité, sur les paysages, la faune, la flore. Et je dirais que la gestion de ce carbone regroupe l'ensemble de ces sujets. Donc c'est un sujet central, le réchauffement climatique, on ne peut pas le nier. Donc on a une vraie opportunité. Donc ça fait pratiquement 5 ans parce que dans l'élaboration du plan de filière caprin, cette notion d'autodiagnostic CAP2ER, donc, qui est le schéma, je dirais, de référence pour faire ces évaluations-là, c'est bien quelque chose qui a été retenu donc, sur l'autodiagnostic, mais aussi la reconnaissance du niveau 2, où là vraiment on avance techniquement sur la manière de gérer et d'améliorer l'efficience carbone dans les exploitations agricoles. Donc c'est quelque chose aussi qui inclut dans le développement de notre charte, donc le code mutuel, qu'on appelle dans la filière caprine. Donc cet élément de gestion du carbone et d'amélioration donc fait partie de ce code mutuel, comme d'autres enjeux sociétaux, comme le bien-être animal et ainsi de suite. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est très volontariste sur la mise en place et justement l'évolution de ce dispositif dans l'ensemble des exploitations agricoles. Donc évidemment, quel que soit le mode de production, du conventionnel, du bio, de ce qu'on pourrait imaginer d'autres, les AOP, voilà, qui sont quand même très présentes dans notre filière, quels que soient les systèmes, on a des points d'amélioration à apporter. Et ça, c'est un élément qu'il faut que tout le monde partage, parce que c'est quand même au travers de ce déploiement qu'on amènera justement cet aspect un peu vertueux de l'agriculture dans l'approche justement de gaz à effet de serre et de l'implication sur le climat. Alors avant de parler de ce que ça peut changer sur une exploitation, Mélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel travail vous menez? Vous parliez tout à l'heure de ce qui va être fait pour la filière caprine et ovine. Comment ça se passe, c'est une méthodologie? Oui, alors nous, l'IDEL, on a déposé du coup la méthode bovin-lait et bovin-viande auprès du ministère de l'écologie en 2018 et elle a été acceptée en 2019. Donc il faut savoir qu'au niveau du carbone, c'est le ministère de l'écologie qui a construit un dispositif qui s'appelle le label bas carbone, dans lequel il labellise un certain nombre de méthodes qui doivent répondre à des critères définis par le ministère. Et ensuite, les agriculteurs qui rentrent dans les processus définis par ces méthodes peuvent prétendre au crédit carbone et vendre du coup ces crédits carbone auprès d'acheteurs. Donc l'IDEL a travaillé sur cette question pour les bovins lait et bovins viande. Donc la méthode est déployée sur le terrain depuis 2019. On est au 2e appel à projet actuellement.
Et donc c'est une méthode qui qui définit en fait comment on calcule un gain carbone et qui définit aussi des points autres à regarder que le gain carbone. Le but c'est de vérifier en fait qu'en améliorant, en diminuant les émissions carbone et en améliorant le stockage de carbone, on ne va pas dégrader d'autres points environnementaux. Donc, notamment par rapport à la pollution des nitrates, dont on parle régulièrement en Bretagne, ou par rapport au socio-économique sur l'exploitation. Et donc on est en train de faire ce travail avec les filières caprines. Donc on travaille sur les leviers à mettre en place sur l'exploitation, sur comment est-ce qu'on calcule ce gain carbone et sur effectivement quel point on va regarder en dehors du carbone pour vérifier que les impacts des plans d'action des éleveurs soient bons sur toutes les dimensions en fait, environnementales et sociales également. Donc c'est un travail qu'on mène notamment avec la FNEC, avec les différents acteurs de la filière en fait. Les laiteries sont impliquées plus tard, plutôt dans le déploiement de la méthode. Sur vraiment la création de la méthode, c'est plutôt les filières professionnelles qui sont là, les acteurs, enfin les professionnels qui nous font remonter finalement le point de vue du terrain et ce qu'eux, ils attendent aussi de cette méthode pour que ce soit une méthode qui puisse être partagée par tout le monde. Le but, c'est que les agriculteurs puissent vraiment se saisir des méthodes, des leviers proposés et d'écrire et mettre en place des plans d'action sur l'exploitation qui soient vraiment cohérents avec leur système. Donc on n'est pas dans une méthode où on dit bah, vous devez absolument travailler sur tel levier ou tel levier et vous n'avez pas le choix. On a une liste de leviers en fait possibles mais qui ne sont pas obligatoires. Donc il faut en mettre quand même un certain nombre en place de toute façon pour réduire les émissions carbone. Mais c'est vraiment l'agriculteur qui va choisir selon son exploitation, selon sa façon de travailler et selon ce qu'il a déjà fait ou pas en fait, ce qu'il va mettre en place. Et c'est là toute la richesse de ces méthodes puisque à la fin on a vraiment des plans d'action qui correspondent à l'exploitation et qui du coup ont vraiment des chances déjà d'être mises en place par l'éleveur parce que ça lui correspondra, ça fera partie de ses valeurs et ensuite d'avoir vraiment des émissions carbone qui soient réduites à la fin des 5 ans. Si je peux, je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Mélène, parce que je pense que c'est fondateur dans le cadre de l'organisation qu'on a mis en place. Effectivement, elle l'a très bien décrit, c'est l'agriculteur qui met en place les leviers et qui les met en cohérence avec son système d'exploitation. Et la plus-value se passe déjà sur je dirais sa ferme, voilà, c'est ça. Mais elle produit aussi des plus-values pour les filières dans le sens où les opérateurs de la filière peuvent se saisir de cette donnée-là pour pouvoir l'utiliser dans des éléments de marketing, de capacité de contrat avec des acheteurs. Mais j'ai envie de dire, c'est une double valorisation, mais le moteur et l'essence du projet, c'est bien de valoriser les démarches et les pratiques de l'amont. Et je pense que ça, c'est très important pour comprendre comment a été mis en place le projet et comment il va continuer de grandir, parce qu'on a aussi une spécificité en France, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. On a une grande partie des agriculteurs qui ont plusieurs productions sur leur ferme. Le schéma le plus commun, c'est un élevage et des surfaces. Donc il y a déjà de la polyculture élevage. Et donc à partir de là, on ne peut pas, je dirais, raisonner sur un produit et la façon dont on fait ce produit en ignorant ce qui se passe sur l'autre pan de ce qui se passe sur l'exploitation. Donc il faut vraiment avoir cette démarche-là, et c'est aussi ce qui a initié le fait qu'on parte de la notion de l'amont pour ensuite faire la valorisation auprès de l'ensemble des opérateurs. Parce que notre objectif n'est pas de dire qu'il ne faut pas que les filières s'en saisissent, d'ailleurs elles s'en saisissent et elles ont raison, mais que l'initiative soit au niveau des agriculteurs. Oui, et qu'il n'y ait peut-être pas trop une démarche, enfin en tout cas un ressenti de la part des agriculteurs d'un côté juste punitif. C'est pas descendant, c'est pas descendant. Ouais. C'est effectivement, et parfois d'ailleurs, enfin je le dis parce que je pense que tu l'as aussi vécu, Franck, c'est quand on présente ce schéma-là pour que nos collègues agriculteurs rentrent dans la démarche, ils nous demandent toujours, il est où le bâton? Il est où le bâton? Et on leur dit, on a fait la méthode, donc il n'y a pas de bâton.
tu y arrives, c'est tant mieux. Si tu fais plus que ton objectif, tu seras rémunéré sur plus que ton objectif. Si tu fais moins que ton objectif et que tu as mis en place toutes les obligations de moyens, tu ne seras pas puni. Et c'est vrai que c'est tellement, entre parenthèses, nouveau qu'on a des questions autour de ça. Enfin, je te laisse rebondir là-dessus. Je pense que dans la compréhension aussi du travail qui est amené dans les exploitations, et pour, je dirais, avec le retour du travail qui a été initié justement sur les deux filières bovines, c'est qu'en fin de compte, l'évaluation CAP2ER, donc des émissions de carbone et de la maîtrise du carbone, c'est avant tout un outil d'optimisation technico-économique dans les exploitations. Et ça, je pense que c'est la porte d'entrée importante, parce que toutes les personnes qui ont mis ce travail en place dans l'exploitation, aujourd'hui, en retirent aussi une valeur supplémentaire, je dirais, au niveau technico-économique. C'est pas juste une pancarte Donc, voilà. qu'on va pouvoir apposer. Il ne faut pas retenir ce dispositif comme un dispositif qui va permettre de vendre du carbone, mais bien de réflexion dans l'exploitation. C'est comme quand on faisait des plans d'évaluation des fermes, des plans d'investissement, de développement. Ces plans de développement, c'est vraiment un outil qui est complètement approprié. Donc voilà, je pense que c'est cet élément-là. Et après, bien sûr, il y a possibilité de pouvoir valoriser le carbone évité. Et alors, Mélène, tout à l'heure, vous parliez de leviers. C'est quoi concrètement ces leviers? Alors, les leviers, ils portent sur deux gros groupes. La première, c'est la réduction des émissions. Et le deuxième groupe, c'est l'augmentation du stockage de carbone. Donc, sur la réduction des émissions, les leviers principaux, ça va être sur l'alimentation, optimiser l'alimentation et notamment l'apport de concentré. Sur la gestion du troupeau, donc par exemple, optimiser le renouvellement. Ça va être aussi sur la gestion des surfaces, donc optimiser la fertilisation pour apporter moins d'engrais minéraux, gérer différemment son parcellaire et éventuellement sa façon de travailler les sols, par exemple avec du semi-direct pour avoir des consommations de carburant plus faibles, gérer ses consommations énergétiques tout court en fait, pour avoir par exemple sur le tank mettre un pré-refroidisseur ou un récupérateur de chaleur pour limiter les consommations d'électricité. Donc ça, c'est plutôt sur le volet réduction des émissions et sur le volet stockage de carbone. Ça va être notamment l'implantation de prairies permanentes ou temporaires et le stockage par les haies, par l'agroforesterie, aussi par le semi-direct du coup. Et c'est vraiment, du coup, on a tout un panel de leviers. On a aujourd'hui pour les bovins lait, bovins viande, on a une quarantaine de leviers. Donc c'est vraiment complet et ça permet vraiment à chacun de trouver de mettre en place un plan d'action qui lui correspond. Et dans votre méthodologie, vous êtes capable de dire, justement, quand on passe au semi-direct, combien ça fait économiser ou c'est une approche plus globale? Alors c'est une approche globale. Aujourd'hui, l'outil CAP2ER ne permet pas de flécher pour chaque levier mis en œuvre la réduction effective au final. En fait, on fait une approche vraiment au niveau de l'exploitation, donc on prend en compte tous les flux entrants et tous les flux sortants sur aujourd'hui donc les ateliers animaux et les ateliers grande culture. Et donc on a vraiment une approche exploitation et en fait dans l'outil on ne va pas rentrer, alors je mets en place ce levier-là, je mets en place ce levier-là, donc on simule toute l'exploitation, donc le nombre d'animaux, les apports d'engrais sur les surfaces, le type de bâtiment, la production, l'alimentation. Et en fait c'est en comparant finalement le début et la fin qu'on a cette évaluation de gain carbone. Mais aujourd'hui effectivement on n'est pas capable de dire c'est ce levier-là qui a fortement permis la réduction de gestes ou c'est ce levier-là. On le sait intuitivement, par exemple on sait que s'il y a des actions de réduction du nombre d'animaux sur l'exploitation, ça va être le levier principal en bovin de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc forcément, c'est ça qui va beaucoup compter dans le résultat final, mais on ne peut pas dire en quelle proportion et quel volume in final. Alors, Franck Moreau, est-ce que ces leviers et ces démarches sont plus adaptés aux agriculteurs qui sont en bio, ou est-ce que vraiment tout le monde peut facilement y passer? Oui, je pense que les leviers comment je dirais, sont identiques, je dirais, selon les modes de production. Là, on est plus dans la caractérisation d'une exploitation, et chaque exploitation est différente,
Et on fait cette analyse au sein de l'exploitation. On ne se pose pas la question du bio, de l'AOP ou d'une production conventionnelle. Parce que dans chaque système, il y a des points d'amélioration. Donc le gros travail qu'on a mené dans la filière caprine, mais comme dans d'autres filières aujourd'hui qui sont, je dirais, en déploiement, en recherche justement de mise en place de cet outil, c'est bien d'expertiser les leviers qui seront les plus efficaces. Et je pense que là, on a un vrai travail. On a l'habitude de travailler avec l'Institut de l'élevage, avec l'INRA, pour justement regarder. Je pense qu'on a un gros travail à mener justement sur l'identification des leviers dans notre filière qui seront les plus efficaces pour arriver à avoir justement des gains suffisants. Et je parlerai particulièrement de la transformation à la ferme, voilà, qui est quand même une particularité de notre filière, parce que la moitié de nos éleveurs sont des transformateurs à la ferme. Donc des gens qui ont des systèmes différents, mais qui justement utilisent beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est une question particulière. Comment on gère justement l'énergie dans un système d'exploitation comme celui-là, ce qui ne sera pas le cas justement chez un producteur de lait. Donc la réflexion, elle est bien justement une adaptation à l'exploitation. Et ça ne passe pas par les modes de production, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans cette dynamique, on veut mettre les exploitations dans différentes cases, mais ce n'est pas une question de cases, c'est bien une question de pratique, et l'amélioration est possible, quelles que soient les pratiques. Et c'est ce qu'il faut retenir. Et par rapport à ça, d'ailleurs, quand on regarde les différents modes de production, en fait, on s'aperçoit que au niveau des impacts environnementaux, on a plus de différences entre les meilleurs et les moins bons d'un même groupe, d'un même type de production, que finalement entre les différentes productions. Il n'y a pas un mode de production qui aujourd'hui peut vraiment se targuer d'être le meilleur au niveau des impacts environnementaux. Chacun ont leurs atouts et leurs faiblesses. Et en fait, on voit vraiment que voilà, tous ont effectivement des leviers à mettre en œuvre. Ce ne sera pas forcément les mêmes, mais tous peuvent faire des efforts et ont des marges d'amélioration. Si je peux poursuivre par rapport à ça, il y a aussi une autre notion qu'on voit à l'exercice des différents appels à projets, c'est que comme la logique, elle est le fait que les éleveurs et les agriculteurs se constituent en petits groupes pour pouvoir répondre aux appels à projets, le fait qu'ils soient issus par destination de fermes différentes, qui ont des systèmes différents et de production différentes, il y a parfois des projets collectifs qui émergent par rapport à un sujet qui les concerne, qu'ils ne pourraient pas mettre en œuvre, tout seuls, mais qui peuvent mettre en œuvre parce qu'ils sont justement une entité suffisamment, constituée pour pouvoir le réaliser. Je pense particulièrement, et c'est un peu là-dessus que ça m'a fait penser, c'est par exemple la méthanisation à la ferme. Elle peut se prendre parfois dans la dimension d'une ferme, parfois c'est trop compliqué dans une, et le fait par exemple qu'il y ait 4-5 agriculteurs dans un même secteur qui eux ont cette problématique de gestion de l'énergie, eh ben, ils peuvent la mettre en place ensemble et que ça donne une dimension vraiment multiple et qui permet d'y aller alors qu'ils ne pourraient pas y aller seuls. Donc ça c'est important. Au niveau de la ferme et aussi au niveau du territoire. Voilà. Il n'y a pas seulement, parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à l'oublier, parce que pour nous c'est évident, mais les filières agricoles sont des acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'elles sont acteurs du territoire sur la production, sur la transformation, sur la commercialisation et les services. Enfin, surtout par rapport à l'élevage, on peut le voir ici dans le salon d'aujourd'hui à Caprinov. Vous voyez bien qu'il y a quand même énormément d'acteurs et d'opérateurs qui sont au service de l'ensemble des acteurs de la filière. Donc c'est très pourvoyeur d'emplois et des emplois de proximité. Et vous, au sein de votre exploitation, vous avez mis en place certains de ces leviers. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça coûte cher? Alors, il y a quelque chose d'important qu'a dit Franck tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on met en place, quand on fait le diagnostic et qu'on construit son plan, on raisonne effectivement sur l'économie globale de sa ferme, et les leviers qui sont choisis sont ceux qu'on a envie de mettre en place, mais qui produisent aussi des effets bénéfiques sur l'économie de la ferme, pas seulement sur l'environnement. Et par exemple, sur ma ferme, nous avons mis en place des prairies multi-espèces.
nous avions déjà commencé à le faire de façon, je dirais, alors est-ce qu'on peut dire intuitive ou en tout cas on avait commencé à identifier le fait de mettre en place des prairies avec du trèfle, des prairies avec différents raigrats pour avoir une plus grande période de pâture. Et là, on est passé à une autre étape en mettant d'autres espèces comme les fétuques qui permettent d'avoir des récoltes à d'autres moments. Et puis, il y a un élément qui est fondamental qui se passe aujourd'hui dans tous les territoires de France, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire que les amplitudes qu'on connaît sur nos fermes nous obligent à avoir une réflexion. Et l'intérêt d'avoir, je dirais, dans le même temps, ce plan qui permet d'identifier une trajectoire en fait. C'est-à-dire que je vais aller acheter moins d'intrants et je vais essayer de produire plus chez moi en utilisant moins de mécanisation. Enfin bon, c'est les choix qu'on a fait, mais d'autres vont faire d'autres. Et puis après, il y a toute la gestion, c'est Mélène l'évoquait tout à l'heure, en termes de gestion du troupeau, c'est le fait de se... Parce que, vous savez, la problématique, enfin, on nous le dit souvent d'ailleurs, pas toujours de façon positive, vous les éleveurs, vous ne comptez pas. On ne compte pas parce qu'on aime nos animaux, donc évidemment, parfois, on est moins sur le cahier, si vous voulez, de la comptabilité matière que sur le fait de dire, celle-ci, elle est sympa, je l'aime bien, je la garde. Enfin bon, sinon, on n'est pas éleveur si on ne fait pas ça, donc on le fait tous. Et ça nous permet d'avoir une lecture en se disant, si je veux performer dans cette étape-là, je dois plutôt raisonner sur qu'est-ce qui va faire sens chez moi, c'est de ne pas avoir des animaux soit qui ne produisent pas. Est-ce que je prends la décision de finir les animaux pour aller à la boucherie, ou est-ce que dans le plan d'alimentation que je leur donne quand elles sont en production, je les mets, j'y vais d'une façon suffisante pour qu'elles puissent aussi aller dans le marché de la viande. Enfin, il y a toutes ces réflexions-là qui en fait sont parfois intuitives et qui sont réalisées. Je ne dis pas que ça permet d'allumer la lumière pour tout le monde, mais ça permet de conscientiser et d'avoir une trajectoire et d'avoir des meilleures performances économiques. Et là, le fait d'avoir rajouté des espèces, ça a apporté quelque chose d'intéressant pour l'alimentation des... Oui, ça permet de réduire les achats de protéines à l'extérieur et ça permet aussi de raisonner la dimension du troupeau en fonction des surfaces que l'on a. Alors, soit on fait cette réflexion-là où on se dit, si je veux conserver ce système-là, pour sécuriser mon système, il faudrait que je puisse acquérir 20 hectares de supplémentaires pour faire le système. Enfin, vous voyez, donc chacun le fait à sa façon. Certains vont se dire, mon périmètre, c'est celui-ci, et je mets en cohérence mon troupeau, ou d'autres vont faire un choix différent, ou vont essayer de dire, est-ce que c'est vraiment sur cet axe-là que je veux aller? Est-ce que je ne suis pas au milieu du chemin? Et est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que je ne dois pas plutôt dire, je suis un petit peu entre deux systèmes, et est-ce qu'il ne faut pas que je sois plus cohérent sur l'ensemble des décisions que je prends? Voilà, c'est à ça que ça sert. Et vous, sur votre exploitation, est-ce que vous avez fait évoluer des choses et après, comment ça se passe dans le temps si un agriculteur là se dit, moi je veux en faire, je veux aller dans cette démarche, en fait, il faut qu'il imagine que ça va lui prendre combien de temps? Réfléchir, ça prend toujours du temps, mais il faut se l'imposer par moment. Je pense que c'est le côté important déjà de... mais la première chose à faire, c'est bien de sensibiliser, d'être assez pédagogique justement pour que les agriculteurs, nos éleveurs, en comprennent l'intérêt. Parce que si on n'en comprend pas l'intérêt, on n'y rentre pas. Donc il y a cette notion justement de compréhension. Et après, on a l'important pour mettre justement, faire cet diagnostic ou le diagnostic, CAP2ER, c'est bien d'avoir autour des exploitations, justement, les personnes, ressources, qui vont aider justement à cette réflexion, voilà, à faire cette photographie et un plan d'action. Donc voilà, il y a tout un travail qui se mène aujourd'hui au niveau national, au niveau des régions, sur la formation de techniciens qui puissent justement bien connaître la méthode et pouvoir apporter justement des éléments techniques auprès des éleveurs. Donc ça, c'est en cours de déploiement, c'est cet élément-là. Et je pense aussi que il y aura le diagnostic, il y aura des plans d'action, mais il y a quand même une notion importante, c'est que dans justement le choix des leviers et l'évolution des leviers, il y aura de l'investissement. Il y a de l'investissement humain, il y a de la réflexion, mais de toute façon, il y a aussi à un moment donné des solutions qui passent aussi par de l'investissement.
Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien qu'on transmette à nos acteurs qui soutiennent l'agriculture, que ce soit national ou dans les régions. Pour déployer des aides, voilà, pour déployer justement du soutien, que ce soit sur la réalisation des diagnostics, parce que bon, il y a quand même un coût, voilà, c'est un suivi sur 5 ans, voilà, c'est des actions qui peuvent aller, voilà, aujourd'hui on est entre 2500 et 3000 euros selon les schémas qui seront apportés auprès de l'exploitation. Donc ça veut dire aussi que la rémunération du carbone évité, elle entre aussi dans cette dynamique de soutien. Ce n'est pas uniquement aller faire une plus-value sur un travail qu'on aura fait, mais c'est aussi permettre l'aide justement pour rentrer dans la mécanique et mettre en œuvre, je dirais, les solutions à apporter. Donc cet aspect-là, je pense qu'il est important. Et je pense qu'aujourd'hui, sur la collaboration entre les filières, et on voit bien que ça préfère tache d'huile, c'est qu'on peut se dire avec la mise en place de France Carbone Agri Association, on a voulu, nous, professionnels, mettre l'outil pour permettre la valorisation de ce carbone. Et éviter, parce qu'aujourd'hui, c'est une manne financière qui intéresse tout le monde, et au moins on aura essayé de trouver une solution professionnelle avec son efficacité, plutôt que ça tombe dans les mains, voilà, d'opérateurs qui peuvent être complètement divers, mais bon, on en a plein aujourd'hui qui y réfléchissent, mais qui réfléchissent eux que par la captation d'une partie du travail fait par les agriculteurs, par les éleveurs, et de pouvoir en utiliser. C'est pour ça aussi que la relation sur ce travail-là avec nos entreprises, que ce soit sur la partie collecte de lait, mais je dirais tous les acteurs qu'il y a autour de l'exploitation, il faut qu'il y ait un travail collaboratif. Et le travail collaboratif, c'est pas essayer d'aller chercher cette manne aussi, de la transformer d'une certaine manière pour la ramener sur la valorisation du produit. Il y a un acte particulier au sein de l'exploitation qui doit garder sa valeur et l'agriculteur doit garder sa valeur. Donc ça, c'est aussi tout le travail que l'on mène. C'est pas simple, je peux vous le garantir, mais c'est notre objectif. Donc j'espère qu'on va y arriver. Mais voilà, je pense que la filière caprine, elle s'inscrit complètement dans ce schéma-là. Je pense qu'il y a du travail encore amené en termes de compréhension du sujet, hein, parce qu'on a pris le train un petit peu après les bovins, les deux filières bovines. Mais pour moi, c'est vraiment un sujet central aujourd'hui et de vision de l'agriculture. Pour l'instant, il n'y a pas d'aide fléchée. Est-ce qu'il pourrait y en avoir et par qui? L'Europe, est-ce que dans la PAC, ça peut Alors, trouver une place? je pense que ce serait plus d'une façon indirecte que directe, parce que tel qu'est en train de ce qu'on en connaît du déploiement de la future PAC, elle identifie des objectifs à atteindre, et il y a une vraie concordance entre les objectifs à atteindre et ce qui permet la mise en place des plans carbone. Donc, je pense que c'est plutôt d'une façon indirecte que ça peut être fait. Après, moi, je réinsiste sur ce que vient de dire Franck sur l'accompagnement au changement, parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit. C'est l'accompagnement au changement des pratiques agricoles, mais qui sont organisées par l'agriculteur. Donc, c'est une notion de développement dans laquelle il est complètement intégré et moteur. Donc, c'est quelque chose d'important. Et le fait que les collectivités soient en soutien, ça fait sens aussi sur le fait qu'on a aussi beaucoup de clients qui veulent racheter les crédits carbone des agriculteurs, qui veulent aussi avoir des liens directs avec des agriculteurs de leur secteur, ce qui fait sens quand on est en discussion sur le développement durable, sur le bas carbone, qu'il y ait une réponse locale à la compensation, c'est une chose. Et puis, à chaque fois qu'on évoque ce sujet avec les acheteurs potentiels, moi je leur dis, ce qui fera sens pour qu'on contractualise ensemble, c'est que nous, on n'est pas seulement une machine à compenser. On doit avoir une démarche de progrès dans les deux entités, c'est-à-dire que l'ensemble du schéma est construit sur la démarche de progrès au niveau de l'agriculture et que les entreprises qui contractualisent avec nous, quand on sent que ça va matcher, c'est qu'elles, dans leur démarche RS ou démarche RSE, elles ont identifié aussi des éléments de cran où elles vont progresser dans ces éléments-là par rapport aux facteurs de production qui sont les leurs. Et c'est là où on se retrouve, si vous voulez, au milieu. Et c'est ça qui fait sens aussi pour que les collectivités territoriales soient
en appui, j'ai envie de dire, aux deux. Elles sont en appui auprès des agriculteurs et auprès des acheteurs en accompagnant le diagnostic à la ferme. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour continuer le débat ou avoir des renseignements un peu plus importants, tous nos intervenants sont dans les parages, dans les minutes qui viennent. Merci. Merci à vous.